moi et par contre plein de nouveaux autour de la table. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette dernière séquence, la séquence des chroniques, Charlie Perrault. Donc d'habitude, je dis journaliste. Maintenant, je crois qu'il faut dire chef du service start-up Les Échos, c'est ça? Oui, très bien. Ça y est, ça fait 2 mois, je crois, déjà. Non. Si. Hein. Non, mais je ne l'ai pas annoncé tout de suite. C'était sous embargo, évidemment. Donc... Non, elle sait maintenir le off, même quand ça la concerne. Ben Marel, président de Briga. Briga, directeur général. Qu'est-ce qu'on dit Monsieur dans le Briga? Président. Monsieur le Président, ça te va? Ouais, moi j'aime bien Monsieur le Président. Merci. Directeur général. Tu me diras ce qu'on dit. Et puis, notre avocat préféré du jour, Hubert de Vauplan, cabinet Kramer-Levin, qui ne pourra nous éclairer de plein de sujets où on comprend absolument rien dans la réglementation. Je suis pas sûr qu'il comprendra mieux après. C'est vrai? Oui, on va voir. C'est un compliment, ça? Je sais pas. Non, c'est pour moi, c'est pas clair. Justement, j'avais compris. Alors, le principe des chroniques. Déjà, première chose, parce que comme c'est la première fois que je vous reçois dans ce studio, c'est que si ça se passe bien, je vous réinvite. Vous voyez, ça fait déjà 3 fois que je la réinvite dans les chroniques. Vous pouvez devenir chroniqueur régulier. Ça dépend des retours qu'on a. Ah. Alors ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de règle. Vous avez envie de me couper la parole. Vous avez envie de parler d'un autre sujet que mes questions. En fait, on est là pour partager avec les gens qui nous regardent aujourd'hui nos réactions sur l'actu Finetech du moment. Alors elle est assez riche, hein. Rien qu'avec ce qui s'est passé en une semaine, on peut tenir 3 mois. Mais ceci dit, je vais peut-être oublier. riche, parce que là, on a tout perdu, finalement. Oui, voilà, riche n'est peut-être plus le bon mot. Mais c'est sympa, parce que c'est toujours le rire pour un VC, c'est pas mal. En période de pré-bulle ou de chute de bulle, je sais plus. Enfin voilà, donc moi, j'ai un certain nombre de sujets que je vais vous jeter. Alors, juste, je précise à nos auditeurs que j'avais prévu un truc fun. Et au dernier moment, parce que la tech nous lâche des fois. Voilà, alors le truc fun, c'est que si j'appuie sur ça, vous entendez des rires. Mais eux, non, ils les entendent pas. Alors, si j'appuie sur cette touche, là, ils entendent un bout, mais vous, non. Alors, éventuellement, si vraiment j'ai envie, j'appuierai. Eux, ils l'entendront ou pas. Je vous dirai peut-être ce que j'ai fait. On verra. C'était pour le fun. Des fois, les trucs marchent, des fois, ils marchent pas. Alors, première question et premier sujet lancé dans l'arène. Un stablecoin, pour moi, il y avait le mot stable. Alors, c'était peut-être parce que j'ai pas bien suivi mes cours d'anglais. Stable, je croyais que ça voulait dire stable. Et alors, visiblement, l'USD, le Terra USD, alors, vous me corrigerez, moi je suis pas du tout bon dans le sujet, il n'a pas compris que c'était stable, parce que c'est passé de presque $1 à presque rien. Voire rien, je ne sais même pas si on peut encore en trader là, à l'instant où on se parle. Et le Luna qui va avec, qui n'était pas stable lui, mais qui était censé être le système adossé, si j'ai bien compris, lui il est passé de beaucoup d'argent à rien aussi. Et tout ça, c'est un peu suivi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Charlie, je crois que tu t'y connais. Oui, on va peut-être la faire simple, hein, parce que effectivement, un stablecoin, comme l'indique, comme tu le disais, Laurent, c'est une crypto-monnaie dont le cours est stable. Et souvent, c'est adossé au dollar. Il y en a peut-être 2-3 en euros, mais enfin voilà. Et en fait, effectivement, $1 en général est égal à un stablecoin. Il y a plusieurs stablecoins qui sont assez connus, comme le Tether, donc l'USDT. Mais après, ils ont tous des mécanismes très différents pour pouvoir maintenir ce fameux cours pour qu'il reste à $1. Et donc, il y en a certains, ils doivent détenir l'équivalent de ce qu'ils émettent sur un compte en banque. Et il y en a d'autres que c'est par des jeux. Donc, 1 pour 1. Par exemple, si je dis que j'ai émis un USDT, par exemple. Hein, il faut que tu en aies un dans ton compte. Un vrai compte. $, quelque part. Fiat, ouais, voilà. Théoriquement. Théoriquement. Après, il faut pouvoir le prouver. En plus, il faut qu'il y ait des audits qui soient faits. Ça, c'est la théorie. Restons sur la théorie. On va venir après sur l'expérience. Voilà. Sur la théorie. Et après, tu as alors, certains stablecoins qui sont... tu as de l'algorithmie derrière, en fait, et tu as des mécanismes qui font que, je ne sais pas si ça commence à augmenter, on va réémettre du stablecoin pour que ça puisse remonter, etc. Pour sinon, éviter... je brûle. Enfin, je suis une banque centrale, quoi. Je joue avec exactement. Et tu n'as pas de réserve, là. Voilà, il n'y a pas de réserve. Et c'est là le fameux Terra. Donc, tel que tu le dis, pardon, hein, ça paraît un peu fumeux, mais il y avait quand même 18 milliards, c'est ça, non? Oui. Bon, c'est pas beaucoup, il paraît, dans le monde des cryptos, 18 milliards, mais enfin... Pour nous, modestes. J'aimerais bien. Voilà. Si elle tombait du camion, je les prends. Mais il paraît que c'est pas grand-chose. Mais enfin, quand même, 18 milliards qui sont, en 24 heures, passés de 18 milliards à 0 milliards. C'est ça, enfin... Ouais. Voilà. Effectivement, alors on ne sait pas encore les raisons pour lesquelles effectivement il y a eu ce dérèglement et d'un seul coup il n'y a plus cette parité. Alors il y en a qui ont eu des explications peut-être un peu fumeuses, mais le fait est c'est que ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut et plus rien. Si on veut essayer, même pour ceux qui en ont encore, de l'échanger, le retirer, la plupart des exchanges retirer c'est le plus possible. Les exchanges l'ont fermé, c'est ça. Ouais.
Et c'est marrant parce que ça nous ramène en fait au début même du concept de monnaie, tu vois. Enfin, avant les États, quand ils émettaient du papier, il y avait de l'or en compte en banque et on disait bon bah ok. Il y a longtemps, en arrêtant. Je sais bien, mais c'est le fondement même de la monnaie, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Puis après, on a créé suffisamment de confiance en le système monétaire pour se dire ok, a priori, quand la banque centrale des États-Unis ou maintenant européenne émet de la monnaie, on a un niveau de confiance qui fait qu'à peu près, ça peut valoir quelque chose. Et là, c'est vrai que la théorie, elle a été décuplée très vite. On a commencé par ce que disait Charlie très justement. On met du stablecoin en face du vrai dollar. Puis on a commencé à faire des pyramides en disant ouais, bon, c'est plus vraiment du vrai dollar, c'est de l'algorithmie. Puis c'est de l'algorithmie à double rebond parce qu'on va faire ça sur de la double blockchain. Et oui, au bout d'un moment. Tu viens d'avoir une promotion, ils sont sympas dans les titres. Ben Marel, président de l'Axel, dis donc. Ah bah tu vois, monsieur. Monsieur Ben Marel, président de l'Axel. Ils sont En sympas, fait, il y a- ils sont sympas en régie de me changer mon. Putain, il y a le putsch en live. Il y a quasiment aucun stablecoin qui n'ait vraiment eu un 1 pour 1. C'est-à-dire même le plus gros qui est le Tether a des problèmes judiciaires aux États-Unis puisqu'il fait l'objet de poursuites par les autorités fédérales. D'abord parce que il y a un problème d'accès à ce qu'il a véritablement dans ses coffres. Ça repose la question de savoir qu'est-ce que j'ai dans mon coffre. Je dis que j'ai 1 pour 1, mais c'est écrit où C'est écrit dans un white paper que personne ne lit et qui de toute façon n'a pas d'autre valeur que ce que les gens donnent. Et en fait, quand on dit que j'ai 1 pour 1, il faut que je sois capable de prouver par des audits réguliers. C'est quoi ce 1 pour 1 On parle de 86 milliards, je crois, pour Tether. Oui, mais donc c'est- 86 milliards où il faudrait pouvoir aller ouvrir un coffre et dire montrez-moi que vous avez. Aujourd'hui, on est d'accord. Oui, mais Personne n'a vu ces 86 Laurent, milliards. ça veut dire quoi le 1 pour 1 C'est 1 pour 1 dollar ou c'est 1 pour 1 en équivalent dollar monétaire. Et c'est pas la même chose. Puisque là, on rentre dans une autre subtilité purement monétaire. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que tes réserves dans un stablecoin, elles sont censées refléter l'actif que tu émets. Donc ici, le dollar. Donc le mieux, c'est d'avoir un vrai dur dollar dans ton coffre-fort. Mais personne ne fait ça. C'est placé en T-bills, au mieux. Et parfois, pour une part non négligeable, c'est parfaitement décrit parce que c'est transparent sur le site de Tether. C'est-à-dire la constitution des réserves de Tether, Parce que transparence, c'est ce qu'ils écrivent. c'est ce qu'ils écrivent. En On tous n'a les pas cas. vérifié qu'ils avaient 86 milliards Non, en T-bills. mais c'est écrit. Et on voit qu'il n'y a pas 1 dollar pour 1 dollar. Il y a l'équivalent de T-bills pour une part non négligeable. Et puis, comment veux-tu après qu'ils se rémunèrent? Parce qu'après, c'est la question du business model. Tu peux pas te rémunérer. Enfin, ça, c'est de l'économie Un pour monétaire un, et de tu te l'économie rémunères bancaire. pas. Ouais. Bah, avec des taux à zéro, tu fais comment? Donc, forcément, tu le places Voilà, et tu prends du risque. où? Dans la DeFi. Eh ben oui, bien sûr. Alors justement, j'allais y venir parce que, alors moi j'ai un vieux truc qu'on m'avait expliqué il y a longtemps hein, quand j'étais jeune et que pyramide de Ponzi, machin, etc. C'était je te propose un super taux, tu me donnes des sous. Et alors j'ai découvert en investiguant un peu pour comprendre, j'essaye de comprendre avant de poser la question, que on pouvait acheter donc ces stablecoins, première étape, puis après sur les exchanges, sur certains exchanges, pas tous, mais les bloquer, les staker, je crois ils disent, pour 24 heures ou plus, hein, comme un bon vieux compte à terme réglementé où d'habitude j'ai 2 pages de machin à signer. Bon, pour rien vous cacher, je l'ai fait pour voir comment c'était. Ah oui. J'ai pas eu 2 pages à signer, j'ai fait ça. Et alors j'ai fait ça et on m'a proposé 22%. Bon, après, il faut pas que je m'étonne qu'il me reste 0. Parce que, effectivement, on m'a proposé 22% parce que j'avais voulu essayer avec 100 euros sur le Terra USD, donc j'avais 100 euros. Hein, j'ai plus 100 euros. Mais on m'a proposé 22% quand même. Et je me suis dit, bon, moi, une puce, déjà, tilté un peu, je voulais essayer. 18 milliards, ça a choqué. Enfin, non, tu te connais mieux que moi, toi, visiblement. Non, mais moi, c'est classique, le steak à 20%, comme ça, c'est classique. Enfin, j'ai pas Oui, le monde c'est de la même DeFi, presque c'est que classique. ça, ouais. Et plus même. Hein. À plus. Oui. Moi, je peux Malheureusement, faire du oui. 50 alors que ma banque me propose 0. Faut que j'y aille, quoi. Tu peux faire du 50, tu peux faire du 0 là, en l'occurrence. Voilà. Tu vois, Vraiment, c'est ça le ça, truc. Bah ouais, non, mais c'est comme ça que ça se Et alors, passe. comment on donc, s'y retrouve Mais c'est- le vrai du faux? Comment on s'y retrouve alors là-dedans? Parce qu'il n'y a pas que évidemment bah qu'il y a des alors trucs là- intéressants et vraiment sérieux dans tout ça, évidemment. Loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a Mm. que voilà. Mais là, on voit une affaire qui est même pas d'escroquerie, hein, qui est juste un truc qui tombe. On ne sait pas si c'est une escroquerie ou si juste c'est tombé. C'est juste de la magie pour l'instant. Non, bah après, c'est très compliqué de. Enfin, de toute façon, c'est toujours très risqué, comme d'habitude, on va pas refaire l'Aigus, mais en fait, pour vraiment savoir, il faudrait aller dans le code, en fait. Mais alors, il faut être quand même un bon geek pour savoir ce qui se cache à chaque fois derrière chaque Oui, protocole, parce que l'argument etc. est souvent de dire c'est très transparent, vous pouvez lire mon code. Oui. Sauf que personne n'arrive à le comprendre. Bah, pas Oui, pas mais grand monde. c'est très transparent, on peut lire mes papiers des missions de subprime, tu vois, Mm. c'est la même chose, tout est écrit, mais comme personne le lit et que personne se pose les questions fondamentales qui est la tienne et qui est la bonne, c'est de se dire, attends, dans une économie à taux zéro, On me donne 50 ou 20, enfin on même me 20, donne même 20. même 20%,
je prends du risque. Ou alors, là, on remet en question tous les fondamentaux de la finance. Et la preuve en est, ça peut tomber à zéro en quelques jours si il y a ceci dit, il n'y a pas 20% sur l'USDC, mais j'ai vu des plateformes où il y a 6. Ouais, mais même 6. Oui. Aujourd'hui, c'est avec des beaucoup taux quand même, des taux à zéro. Laurent, c'est encore de l'économie monétaire. Pour le rouble ou pour n'importe quelle monnaie qui cherche à attirer, c'est le même. Regarde ce qu'avait fait, c'est pas un bon exemple. La Banque centrale du Liban, c'était aussi cet exemple-là. C'est-à-dire pour attirer les dépôts, tu offres des rémunérations gigantesques. Donc jusqu'à un moment où la machine se grippe. Après, tu déposes le bilan. Bon, donc, ce qui se passe dans le monde du stablecoin, c'est parfaitement connu dans le monde monétaire. Il faut attirer ce qu'on appelle dans le monde monétaire les dépôts. Et pour attirer les dépôts, tu mets des... C'est du high yield, quoi. Des taux élevés, bien sûr. Donc, à un moment, tu t'étonnes pas que ça... Et alors, dans la foulée de ce scandale, on va passer sur ce sujet, dans la foulée de ce scandale, je lis là une déclaration du patron de Coinbase qui dit oui, non, je chute en bourse, mais tout le monde chute en bourse. Bon, ça, c'est pas le sujet. Mais je dis, au fait, on vous rappelle quand même que si on fait faillite, tous ceux qui ont un compte chez nous, ils n'ont plus rien. Donc en fait, on rappelle que la contrepartie, c'est lui. C'est pas une nouvelle, mais toi qui connais bien, vous qui connaissez bien, c'est vraiment une nouvelle pour la plupart des gens qui investissent là-dedans ou... C'est pas une nouvelle pour ceux qui connaissent le système. Mais est-ce que suffisamment de le connaître, c'est ça en fait? Je vais te poser une autre question. Quand tu déposes 100 € dans ton compte en banque... Je suis protégé à 100 000 théoriquement. Et au-dessus, qu'est-ce que tu es? Rien théoriquement. Pourquoi? Enfin, un peu de droit, tiens. J'ai pas de garantie des dépôts. Parce que tu as un créancier qu'on appelle dit chirographaire, donc de rien du tout en clair. Et donc, jusqu'à 100 000 €, tu as une disposition qui dit t'as beau être un créancier. Je suis protégé, sauf si tout le monde s'effondre, encore faut-il qu'il y ait des sous pour payer. Oui, mais tu es quand même protégé jusqu'à 100 000 € parce que la nature juridique fait que tu as une créance. Si tu enlèves tes 100 000 €, tu restes avec une créance de merde, si tu me permets l'expression. Oui, tout ce qu'au-dessus, c'est... Et donc, toutes ces plateformes, c'est pareil. Comme il n'y a pas de garantie des dépôts, tu restes sur la nature juridique, qui est de dire, j'ai un risque de contrepartie sur les plateformes. Le risque de contrepartie, c'est quelle est la solidité de la plateforme. Donc, c'est ni plus ni moins que n'importe quelle autre banque au-dessus de 100 000. Quoi. Exactement. Ou dit encore autrement, il faut bien analyser son risque de contrepartie de sa plateforme. Mais alors, juste, ce que vous me dites, finalement, c'est que ça demande quand même d'être un peu érudit. Faire ces choses-là. Est-ce qu'on a aujourd'hui dans un monde qui me semble un monde de geeks, enfin, c'est même pas du geek, de marketing. Ouais, allez-y, ouais, tu peux investir là-dedans. Mon gamin de 11 ans me parle des bitcoins. C'est même pas un monde de marketing, c'est un monde dérégulé, c'est le Far West, en fait. Parce que c'est intrinsèquement du produit financier. Quand tu dis on me paye 20%, c'est de la finance. C'est de la finance. Et donc, on te paye un yield sur un produit. Et là, je te rejoins à 200%. Aujourd'hui, les gens qui investissent de l'argent dans ces produits, ils se rendent pas compte qu'on est en train de jouer avec de la finance. Et donc après, ils s'étonnent, ils se disent je peux tout perdre. C'est un produit financier que tu achètes. C'est quelque chose qui te rapporte 20%. Aujourd'hui, ça n'existe pas et c'est un produit financier très risqué. Donc, il faut le faire à tes risques et périls. Et aujourd'hui, dans un monde normal, il est régulé. On te dit attention, ça clignote partout. Enfin, moi, je vois bien quand tu fais de l'investissement chez ne serait-ce que des VC, par exemple, un fonds VC qui est assez risqué, il faut être régulé par l'AMF. Il faut marquer en gros partout que les performances passées ne présentent pas du futur. Il faut expliquer à tes gens qu'il faut vérifier qu'ils soient investisseurs professionnels. Tu dis ça et en même temps, alors je connais pas par cœur tout ton portefeuille, mais beaucoup de VC ont investi dans des fintechs qui étaient au début en zone grise. C'est le jeu de la fintech. Au début, j'arrive pour le même produit où d'habitude la banque ou l'assureur devait faire la moitié littéralement du 4x3. On l'a tous vu dans le métro, ça. La moitié, écrit en format 10, de n'investissez pas dans ce livret qui éventuellement ne vous rapportera pas les 3% prévus. Enfin, un truc ridicule qui fait 12 lignes. Et à côté de ça, la fintech te vend le truc comme si tu n'avais rien vu. Tac, je te fais du crédit jusqu'à ce qu'un jour la patrouille me rattrape. Non, mais donc, en tant qu'investisseur, tu as joué à ça des fois. Non, je suis pas tout à fait d'accord parce que tu vois, déjà, il y a eu beaucoup de révolutions fintech dans le paiement. Enfin, quand tu regardes les grosses fintech européennes, c'est du paiement. Et le paiement, c'est du flux. Donc, c'est pas de l'investissement. Donc, tu vois, le monde, il est très différent. Tu as une grosse partie des fintechs qui ont démarré en tant juste des comptes quand c'est du crédit, en ce moment, il y a quand même beaucoup de BNPL, etc. C'est du crédit. On est plus. Mais le BNPL, c'est un autre sujet et c'est ce qui est en train de se faire attraper par le régulateur qui se dit attention, là, on est en train de toucher à du crédit. Un crédit, ça se rembourse. Et quand tu as beaucoup de liquidités dehors, tu fais porter du risque de crédit. Et rebelote. Donc, mais tu es d'accord qu'à un moment, c'est passé en zone grise et maintenant, ça devient gros. Donc, le régulateur arrive. Voilà. Mais là, on touche au sujet. Classique de la dérégulation et du monde de la fintech. En France, on n'a pas de sandbox. Le concept, on n'en a pas voulu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a effectivement un certain nombre de fintech qui vont sur des secteurs, que moi j'appelle, quand c'est mes clients, c'est soit une zone blanche, ils n'y viennent pas parce qu'il y a déjà des banques, soit c'est une zone noire, soit on est dans un dégradé de gris, un dégradé réglementaire. C'est-à-dire que c'est pas clair, on peut soutenir le tout et son contraire comme font tout avocat. Et donc on dit c'est pas clair. Et le BNPL, c'est typiquement un truc où c'est pas forcément très clair, même ça dépend. Il y en a qui sont clairement noirs, d'autres qui sont plus gris clair. Mais et donc, ce que je veux dire par là, c'est que
lorsqu'un nouveau produit arrive, la réglementation, elle n'a pas été faite pour. Alors, c'est encore plus vrai pour le monde des cryptos. Et donc, tu dois remettre dans un cadre qui n'est pas fait pour quelque chose qui va plus vite que la réglementation. Oui, mais j'ai l'impression que pour d'autres secteurs, tu parlais du paiement, parce que ça a été régulé quand même à un moment. Ça existait en Europe, par exemple, la DSP2 est arrivée. Alors, en France, on n'avait pas grand-chose, mais en Angleterre, il y avait déjà 150 acteurs qui ont été régulés en une nuit, parce qu'en fait, la loi est arrivée bien après leur existence. Le BNPL, c'est en cours, et puis il y a d'autres sujets comme ça qui ont été régulés. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient quand même beaucoup moins massifs et imposants. Mais aujourd'hui, cet univers de crypto dont on parle de centaines de milliards, et où pour l'instant, c'est toujours le Far West, pour reprendre tes mots. C'est surtout aux États-Unis, moins en Europe. Chez nous, quand même, c'est quand même plutôt, en tout cas, c'est un peu mesuré. On a un enregistrement. Les acteurs sont obligés de s'enregistrer auprès de l'AMF aujourd'hui pour pouvoir faire de l'achat-vente et de la conservation de crypto. Et puis, il va y avoir le même cadre à peu près. C'est ce qu'on suppose en Europe d'ici 2-3 ans. Ils sont obligés, ça m'empêche pas d'aller sur n'importe quelle plateforme et de faire de la crypto si j'ai envie. Après. Oui, mais ça ne t'empêche pas d'aller emprunter, toi, si tu as besoin d'un crédit consommation directement auprès d'une banque, n'importe où en Europe, tu vas aller emprunter. C'est ce qu'on appelle la sollicitation inversée. C'est un concept juridique dont tout le monde aujourd'hui se rue en disant c'est génial. En fait, c'est un truc très très dangereux. Mais pour rester sur du bon sens, rien ne t'empêche, si tu as envie, d'aller emprunter auprès d'une banque. Oui, c'est juste qu'elle n'a pas le droit de venir me le solliciter. Elle n'a pas le droit de venir te solliciter. Et donc, ce que font toutes ces grandes plateformes, c'est qu'ils disent moi, je ne sollicite pas le public français. Ils viennent me voir tout seuls. Voilà. C'est là où il y a une limite. Quand ils ont un stand dans un événement, est-ce qu'ils sont venus tout seuls? C'est le place de la bourse. Voilà. On ne citait personne. Mais après, la question, tu vois, qui est légitime, c'est plutôt le temps du régulateur. Parce que là, pour l'appel, la crypto, ça fait un moment que c'est dehors. Tu vois, c'est pas comme si c'était arrivé overnight. Ça fait 10 ans presque. Donc en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est de se dire, attends, ça fait 10 ans qu'on voit le truc qui bouge. Enfin, dès qu'il commence à réguler, il y a tout, et parfois même nous-mêmes, qui réagissons en disant « Ah, régulez pas trop, laissez l'innovation se faire ». Tiens, je pense à tout ce qu'il y a eu sur Mika, tout ce qu'il y a sur les transferts d'argent. Peut-être nous en parler un peu plus. Non, il y a des choses qui se passent en ce moment sur la régulation des cryptos et de la blockchain et de tous ces sujets-là. C'est quoi il y a 2 gros actus, je crois, Mika et le transfert d'argent. Oui, pour faire court, sur 2 textes, on ne va pas faire du droit, mais grosso modo, c'est 2 textes européens qui régulent l'activité et les prestataires dans le monde de l'intermédiation des cryptos. Pour faire très court, on duplique le monde des marchés financiers dans le monde des cryptos, c'est-à-dire là où il y a des brokers-dealers d'instruments financiers, on fait des brokers-dealers de cryptos. Mais avec les mêmes obligations. Avec les mêmes obligations. C'est vraiment le même fonctionnement. Les mêmes choses, les plateformes sont régulées, les acteurs sont régulés. J'ai pas regardé le détail, mais quand à un moment ça devait passer, il y a eu plein de levées de boucliers. Pour d'autres raisons, c'est pas pour ce point-là du règlement MiCA fait pas du tout de problème. D'accord. Là où tu as un problème, on en parlera plus tard, c'est sur le stablecoin, justement. Tu as un gros débat parce que savoir si on va accepter ou non en Europe d'avoir des stablecoins en euros, c'est-à-dire un équivalent monétaire sans être une monnaie. Ça, il y a des gros débats avec la BCE et le BA d'un côté et puis les autres. Et puis, tu as à côté de ça tout le paquet de lutte contre le blanchiment, parce que finalement, le monde des cryptos, il est régulé plutôt tardivement, j'allais dire, en termes de régulation, mais il est régulé plutôt en bon timing, j'allais dire, en matière de lutte contre le blanchiment. Les premiers papiers du GAFI datent de 2014 quand même. Les premières recommandations du GAFI datent de 2015. Après, on est arrivé dans des... Bon, ce que je veux dire par là, c'est que tu as tout un texte, ce fameux texte européen sur les transferts d'actifs, qui, grosso modo, et pour faire très court, dit quand vous transférez une crypto d'un endroit A à un endroit B, c'est comme si vous transfériez de l'argent à un endroit A et à un endroit B. Et donc, vous devez appliquer les mêmes règles qu'une banque. Je fais très court. Alors, il y en a qui s'offusquent. Donc, à qui vous envoyez, pourquoi vous l'envoyez, etc. Il y en a qui s'en offusquent, et puis il y en a qui disent c'est normal. Mais en fait, ce que nous dit là-dessus ce texte européen, qui reprend le GAFI, qui lui-même reprend les règles américaines, parce que tout ça, finalement, ça vient des règles américaines, ils disent on va pas traiter les cryptos différemment que de la monnaie, pour faire court. Et c'est là où il y a Même si on n'admet pas que c'est une monnaie, on n'admet pas que c'est une monnaie, mais on lui met le même corpus réglementaire. Exactement. C'est un très bon résumé. Exactement. Bon, tout ça m'amène, puisqu'on parle de plein d'argent, plein de valeurs, ça m'amène au valo. On parlait tout à l'heure. Sans transition. Sans transition. Moi, on n'a pas de transition. Écoute, le temps passe. Tant mieux. Passons à un autre sujet. Enfin, sauf si vous voulez réagir. La fête à la saucisse à Toulouse. Exactement. J'étais à Toulouse la semaine dernière. C'est incroyable. Non, mais sauf si tu voulais réagir sur ce que... Non, mais c'est très vrai. En fait, moi, ce que je trouve, juste pour finir là-dessus, en fait, c'est que c'est un actif qui aujourd'hui structurellement paye peu de yield, et donc en fait tout ce qui se constitue autour de ça c'est risqué, et donc en fait c'est des plus ou moins élevées, plus ou moins grandes pyramides de facto, et donc aujourd'hui le fait que
Voilà. Ouais, Et donc, d'accord. le fait que toi, tu aies pu acheter aujourd'hui, client européen, un actif via un vendeur américain qui est Coinbase, aujourd'hui, dans les titres, ça n'existe pas. Tu vois, il y a une réglementation, c'est pas En possible. l'occurrence, j'ai pas utilisé Coinbase. J'ai pas, Ouais, voulu- mais j'ai pas voulu les citer. Mais L'un ou l'autre, enfin, je sais pas une lequel, plateforme. mais une plateforme, voilà, quelle Qui n'est qu'elle pas soit. Psan, en l'occurrence. Voilà, quelle qu'elle soit. Et Encore donc, mieux. tu vois, ça c'est quand même relativement contrôlé et c'est normal. Enfin, je veux dire, des crises sur les actifs détenus par des particuliers, il y en a eu aux États-Unis depuis des centaines d'années. On remonte même jusqu'au Tulip aux Pays-Bas, il y a 1000 ans, il y a 500 ans, pardon. Donc, je veux dire, ça existe. Il y a des actifs, on a des prix plus ou moins volatiles, on les maîtrise pas bien, les gens achètent sans se renseigner, puis après on se dit, ah, bon, ça vaut rien. Bah oui, ça vaut rien parce que évidemment, personne n'a vérifié et puis le régulateur était pas là où il fallait. Alors, juste, oui, c'est un point sur lequel tu as évoqué tout à l'heure. On n'a peut-être pas fini juste sur ce point-là. Le régulateur, tu disais, est-ce qu'il arrive derrière? Est-ce qu'il doit s'adapter? Est-ce que vous pensez surtout que par rapport à cette diversité d'innovations, enfin, maintenant, il y en a quand même beaucoup. Est-ce que de votre point de vue, en France comme ailleurs, les régulateurs sont armés, ne serait-ce qu'en termes d'équipe? Enfin, je veux dire, c'est un sacré boulot, quoi. Ah bah non, ils sont clairement sous-staffés. Hein. De toute façon, ils le disent. Et c'est pour ça que tu as énormément de retard à chaque fois dans la prise en compte des dossiers, des cas. Enfin, même rien qu'à chaque fois, tu parlais de staking. Va faire comprendre déjà quelqu'un à l'AMF, va falloir qu'il bosse à un moment, déjà comprendre tous les mécanismes. Donc, non, clairement. Puis on n'est pas les seuls en France. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a le même problème chez d'autres régulateurs. Un petit bémol. C'est vrai, il y a plus de 50 dossiers en attente de PSAN à l'AMF en ce moment. Ils ont une équipe qui a complètement changé parce qu'ils sont tous Oui, en partis. plus, Ils sont tous partis chez les plateformes d'ailleurs. Voire chez certains. Voire chez certains avocats. Donc il a fallu qu'ils renouvellent leur staff et donc du coup qu'ils renouvellent l'expérience. Ça n'empêche, ceux qui sont là et ceux qui restent, ils apprennent vite, c'est vrai à la Banque de France aussi, ils apprennent vite, mais j'allais dire, ils ont toujours un temps de retard sur l'innovation proprement dite. C'est-à-dire que le Terra, fallait vraiment se plonger dans la mécanique de fonctionnement pour savoir où était le problème. Eh bien, dans le week-end, il y a quand même l'AMF qui a envoyé un questionnaire à tous les PSAN enregistrés, leur demandant de répondre des questions très très pointues, ce qui prouve qu'ils ont réfléchi et pensé aux conséquences de Terra. Donc, ils apprennent vite quand même. Pas forcément. Alors moi, je te rejoins pleinement. Je trouve qu'on a vu d'ailleurs, on avait sur ce plateau Geoffroy Goffinet il n'y a pas très longtemps, il y a quand même une révolution copernicienne chez tous les acteurs de la régulation. Enfin, en 5 ans, le profil des gens, l'appétence à tous ces sujets, ils vont loin. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont juste le même problème que partout dans la tech. Il faut recruter. C'est un problème de monde, quoi. Tu as le même problème, j'imagine, dans tes portefeuilles. Clairement, partout. Et donc, je pense qu'effectivement, le régulateur, là, il voit apparaître une nouvelle classe d'actifs qui le dépasse, qui est mondiale, qui est digitale. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer en termes d'équipe, en termes de process, en termes de régulation entre les États. Enfin, je rappelle que pendant des années, les e-commerçants ont joué sur la TVA entre les États européens. Enfin, tu vois, donc, le problème de la tech, il est confronté à tout le monde. Et pourtant, le problème de la TVA, il est connu de longue date. Il a fallu un moment pour se mettre d'accord pour dire, ah bah oui, bon, quand c'est vendu depuis le Luxembourg, mais que c'est consommé en France, peut-être que la TVA doit être payée localement. C'est le même sujet. Là, on a un actif qui est complètement digitalisé, complètement mondial. Et donc, tout le monde se regarde un peu en disant, ah, il nous faut des équipes, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on agisse. Mais on agit comment avec les autres? Est-ce que le régulateur américain, le régulateur européen, le régulateur français, le régulateur anglais? C'est complexe comme sujet. C'est vraiment complexe. Mais aujourd'hui, le gros risque, il est chez les particuliers. Et effectivement, quand tu as des chauffeurs de taxi qui commencent à parler de crypto-monnaie, j'ai rien contre le chauffeur de taxi. C'est pas le sujet. C'est juste le sujet de ça devient mainstream et des actifs ultra risqués mainstream. C'est la source des crises qui pendonnaient de toute l'humanité depuis des milliers d'années. C'est très amusant sur un compte. On va conclure ce chapitre sur cette partie avant que peut-être tu me laisses aller sur les valos. Je sais pas ça. Mais en fait, j'ai eu ce sentiment que tu décris exactement avec un chauffeur Uber, pour ne pas le nommer. C'était en avril, début avril. Je rentre comme ça et puis on commence à discuter, fort sympathique, très érudit sur plein de sujets. Et il commence à me parler de ses placements en crypto, etc. Et alors, je me suis rappelé cette scène du Big Dip où effectivement il appelle, il dit bon, il y a une bulle. Là, tu te dis, quand mon chauffeur Uber commence à me dire qu'il a placé son argent et beaucoup, pas juste un petit peu ce qu'il est prêt à perdre, parce qu'il dit mais non, mais ça peut que monter, et qu'il mine des cryptos parce que ça lui rapporte. Oh là là. C'est la stripteaseuse finalement qui produit. J'ai pas osé citer, mais tu connais bien le film. Voilà. Donc effectivement, non, mais moi déjà, je picole, c'est pas de l'eau. Enfin voilà, donc j'essaye de. Donc là, effectivement. t'as une bonne transition là. Voilà. Là, je peux aller avec la transition la est faite. stripteaseuse des valos, tout ça. Les valos, on peut arriver Voilà, c'est bon. sur les valos. On y est.
Donc tout à l'heure, on discutait de Valo comme Netflix qui perd de 75%. Ça a été cité, je crois, par Gilles de Worldline. On a tous, enfin peut-être certains d'entre nous, soit des prises de participation, soit tout simplement des actions, soit on a regardé les infos et on a vu des actions de la tech qui sont beaucoup tombées pour certaines. Et alors en particulier, si on fait un petit focus sur ce qui nous concerne, tech et fintech dans le domaine des IPO. Donc je regarde les IPO des 18-24 derniers mois, il y en a eu beaucoup. Moi, je me souviens pendant le confinement, j'avais l'impression qu'il n'y avait que ça. Parce qu'ils faisaient en confinement, les mecs, ils arrivaient à passer au Nasdaq tous les jours. Des levées à 15 milliards, 20 milliards, enfin pas des levées, des valorisations, pardon. Et là, d'après ce que je lis, c'est moins 70, c'est quand on a de la chance. Parce qu'il y en a, c'est moins 90. Et puis, on commence à avoir quelque chose de tangible avec des premiers downsizing d'équipes. Je crois que c'est Robinhood qui a annoncé 9% de réduction d'effectifs. Et j'imagine que ce ne sera pas les derniers. Votre sentiment sur ça Allez, je commence pour ma journaliste. Voilà. Mais non, mais toi, tu es trop jeune pour avoir connu un premier dip. Alors, oui, donc moi, je suis émerveillée. Enfin, émerveillée entre guillemets. Non, mais c'est bien parce qu'après toute la folie qu'on a connue fin 2021, début 2022, c'était un peu, tout était survalorisé. Tout le monde le disait. Enfin, tout le monde le disait, mais tout le monde payait. Donc ça, c'est autre chose. La raison, c'était c'est un jeu de chaise musicale, mais on ne sait pas quand la musique va s'arrêter. En attendant, tu peux pas t'arrêter de danser. Et qui sera le dernier. Enfin bon. Et effectivement, fallait bien qu'à un moment ça commence à péter. Et puis alors, ce qui est assez intéressant, c'est effectivement la fintech. On le voit. Tu regardes toutes les néobanques américaines, les Dave. On les connaît moins chez nous. Ils sont tous aussi en chute libre. Robinhood, qui était la star il y a 1 an à peu près, pareil, il y a rien à faire. Enfin, ils sont tous en train de licencier. Bon, à coup de bras. Chez nous, ça arrive pas trop. C'est pas trop le genre. On est plus sur des mesures de réduction. Alors, je sais pas ce que toi, ça va très vite, les volants de reprise. Voilà. Voilà, c'est pas pareil. Ce que tu dis, ouais. Mais moi, oui, on s'y attendait. De toute façon, c'est des cycles. Hein. Ça, j'en parlais encore avec pas mal d'investisseurs cet après-midi au téléphone. Et là, on le voit effectivement sur les valeurs tech donc publiques. On commence à le voir sur le late stage. Ça y est. Aux US, c'est déjà fini. Il y en a presque le plus. DEF, tu peux aller courir pour. Voilà. Il paraît qu'encore en early stage, on peut encore avoir des belles valos. Si, c'est sur l'amorçage, ouais. L'amorçage, ça se bat encore parce que il suffit que tu sois un repeat entrepreneur. En gros, tout le monde va se battre pour ton projet, même si tu n'as qu'un PowerPoint. C'est vrai qu'il y a encore des early stage avec 2 chiffres, 3 chiffres. Je laisse 15 millions sur 2 slides. Oui, l'argent. Près du micro pour me dire des trucs pareils. Non, je préfère parler comme ça. Non, parfait. Mais oui, il y en a encore un peu. Ouais. D'accord, donc la folie n'est pas finie de ce côté-là. Folie, je sais pas, c'est mon point de vue. Ça va descendre. C'est un peu l'effet de ruissellement. Quoi. Au début, c'est late stage. Après, tu descends là, en série B. Là, il y en a qui vont pas réussir à relever. Pareil pour la série A, parce que là, les investisseurs, tu dis si je me trompe, mais ils regardent enfin les chiffres, les métriques. Avant, c'était je mise sur l'équipe. Mais moi, je regarde rien, tu sais. Non, mais je caricature, mais quand tu es en amorçage, tu dis je mise sur l'équipe, le produit, la taille du marché. Et après, tu vois si ça se transforme. Je pense qu'il y a plusieurs sujets là à traiter sous le même angle. C'est l'afflux de liquidité, en fait. Et l'afflux de liquidité, ça perturbe les marchés. Ça fait 14 ans maintenant que les banques impriment de l'argent, donc il y a de l'argent. Et on s'est dit, on aimerait le retrouver dans l'économie. Sauf que dans les économies occidentales, où la population ne croît pas, voire décroît, et on a déjà tous 2 voitures, 2 télés, 2 téléphones, on ne peut pas croître indéfiniment. Donc, c'est un jeu à somme nulle, by design. Sauf si tu rajoutes de l'argent dans l'économie, et donc il y a bien les actifs qui augmentent. Ce n'est pas le prix, c'est les actifs. Donc, on a tous vu les cours de bourse, on a tous vu les valos des startups, le Bitcoin. Enfin, tout ça, c'est soutenu par de l'argent qui est imprimé. C'est ça qui se passe. Et une fois qu'on a fini ce cours d'économie générale, là, qu'est-ce qui se passe sur les valos de start-up? Pourquoi ça a du sens ou pourquoi ça n'a pas de sens? Et pourquoi les IPO ont pris des bouillons? Cette théorie de la croissance infinie dans un monde fini, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Et une bonne partie des gens qui ont fait ces paris sur les IPO se sont dit « Ah bah ouais, mais les mecs, ils croissent 50% year encore, ça n'a pas duré pendant 20 ans. » Non, ça ne peut pas durer pendant 20 ans. Tout le monde n'aura pas 15 comptes Netflix. Ça n'existe pas, ce truc-là. Il y a un marché qui se constitue. Il y a des gens qui, passé le Covid, vont rentrer chez eux et se dire « Finalement, je vais passer plus de temps dehors avec mes amis, donc je vais faire moins de Netflix. » Il y a un retour au réel. Et ce retour au réel, il frappe un peu tout le monde et il redescend sur la chaîne. Donc oui, les valos late stage sont en train de souffrir et ça redescend tout petit à petit. La seule différence peut-être, parce qu'il y a une tendance dans l'autre sens, nous, qu'on voit sur le early stage, et chez Bregant, on fait quasiment que ça, donc on est bien placé, c'est que pendant longtemps, en Europe en tout cas, les valos early stage étaient sous-cotés. Parce qu'en fait, on avait
peu de confiance en la capacité des entrepreneurs européens à construire des grosses boîtes. Donc on se disait, on va bétonner un peu parce que s'ils nous font une sortie moyenne à 30 millions comme font tous les entrepreneurs backés en moyenne, si je rentre à 20, je ne vais pas faire beaucoup de return. Bon, Surtout avec tes... Non, pardon. Voilà. Donc, si tu prends ça en considération et que tu te dis, bon, maintenant, j'ai des entrepreneurs qui sont repeat, qui sont capables de faire plus de return, plus de croissance, tu vois, est-ce que je peux payer peut-être non pas 3 pré-monnaies, mais 5, 6, 7, 8, tu vois, et chacun a sa sensibilité. Il y a des gens qui vont être prêts à dire, bah, moi, je suis prêt à payer jusqu'à 20, parce que je pense qu'on peut faire encore une $1 billion compagnie, et puis il y a d'autres qui vont être un peu plus raisonnables. Donc, sur le très early stage, je pense que la bande entre 5 et 15, tu vois, make sense. Après, quand tu commences à être à 20, 25, 30, 50, il y en a quand c'est même. Discutable. Mais bien sûr qu'il y en a, et certains auront raison. C'est toujours pareil, en fait. La question, c'est combien de fois tu as raison. Si tu as raison à chaque fois, tant mieux. Si tu as raison une fois trop peu souvent, c'est difficile. Moi, c'est normal comme... je commence malheureusement à être un peu trop vieux, à avoir vécu quelques crises. Ça fait plusieurs sessions, plusieurs émissions. Je demande à quelques de tes amis. Ouais. Mais alors, c'est pour quand que enfin ça tombe ou machin. Et alors, ça dépend de l'âge, souvent, la réponse. S'ils ont autant de cheveux bleus que moi, oui, ça va arriver. Oui, bon, c'est une question de timing. Mais il y en a quand même beaucoup qui étaient plus proches de ton âge. Qui disaient, mais non, mais arrête, t'es vieux, toi. Mais maintenant, c'est plus le monde, il est plus comme ça. Comme si les arbres maintenant montaient au ciel, c'est juste moi qui n'avais pas compris. Sérieusement, il y a une réalité. Il y en a quand même qui n'avaient pas vécu ces crises-là et qui se disent ça pouvait pas arriver si vite. Ça, c'est sûr. Et tu le vois, sans revenir sur la crypto à chaque fois, mais c'est un peu ça. Tu as plein de gens qui n'ont pas conscience que effectivement ça peut tomber, que les valeurs c'est pas gravé dans le marbre et que tous ces taux-là peuvent cracher. Donc dans les startups ça va arriver aussi. En revanche, ce qu'on peut pas discounter, c'est qu'il y a des industries changers qui arrivent de manière récurrente et qu'aujourd'hui l'Europe est équipée pour ça, ce qu'elle n'était pas auparavant. Voilà, c'est ça la grosse différence. Il y a quand même du bon, il y a quand même des vrais. Et de toute façon, même pendant toutes les crises, on va quand même rappeler qu'il s'est toujours créé des champions d'aujourd'hui qui sont créés pendant les crises. Exactement, exactement. Donc ça n'empêchera pas ça. Voilà, ça n'empêchera pas ça. Maintenant, est-ce que il faut faire des licornes à coût de tours de 200 millions tous les mois en France sur des marchés francophones? Mais si vous avez pas la question, elle mérite d'être posée. Ouais, ça, c'est peut-être pas la chose la plus maligne à faire. Enfin, tu parles du mot licorne, mais les fonds un peu participer à l'inflation de ce mot, parce que ça dépend. Je fais des shared pref et je viens et je te dis tiens, toi, ça fait longtemps que t'as pas levé. Il y a des Macron, dès qu'il y a une licorne, il passe. Tu veux pas? Tiens, on fait une petite levée, on fait une shared pref. Tu vois $1 milliard. Là, ça y est. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est vrai. Tu sais que les Américains, ils m'appelaient, ils me disaient non, mais votre président, il est top, on voudrait le même. Dès qu'il y a une levée chez toi, il passe il fait un post LinkedIn, quoi. Non, mais donc, j'ai l'impression qu'il y a quelques VC qui en ont profité pour faire du marketing. Alors, c'est pas du marketing inversé, mais enfin, c'est détourné, quoi. Allez, on fait. Tu valorises $1 milliard? Ouais, tu valorises $1 milliard. Non, enfin, il y a eu un peu de jeu quand même. Ouais, toujours, mais bien sûr, oui. Est-ce que je vais te dire non? Je vais être honnête. Non, bien sûr que oui. Bien sûr qu'il y a des gens qui jouent la valo, se placent un peu, poussent des trucs. Ça fait partie des marchés, malheureusement, qui sont impurs par définition. Le marché, il est impur. Donc, il y a des gens prêts pour acheter. S'il y a des Américains, je vais citer personne, qui ont des fonds de plusieurs milliards et qui sont capables de faire des tours de 100 millions comme ça, là. En un coup de fil, En un coup de fil. Bah oui, il y a des gens qui vont en profiter. Bien sûr, ça tiendra pas longtemps, mais les gens qui vont en profiter. C'était vraiment l'effet de FOMO l'année dernière, quoi. Quand effectivement, moi je vais les citer, tu as les Tiger, les Coatu et les SoftBank qui sont arrivés et qui ont à chaque fois dit bon bah c'est bon, je viens. Clairement, ça a créé, tu vois des contos à la base, ils devaient lever 250 millions. Tiger est arrivé, bah tac tac et il s'est arrivé à 486 quoi. Enfin, il en avait pas besoin, il le dit, mais bon. C'est ça. Beau monde. Alors là, on parle des valos et de leur chute. De toute façon, finalement, ce n'est que de soubresauts quand on regarde les cycles longs. Ça monte, ça baisse. Mais est-ce que un autre sujet qui est quand même par contre très prégnant dans vos activités, j'imagine, mais aussi beaucoup à l'Axel, c'est le sujet de la tension sur le recrutement, sur tous les recrutements. D'ailleurs, le sujet se pose même dans les restaurants. Mais là, ici, on s'intéresse à la tech. Est-ce que vous pensez que ces tensions-là qu'on voit sur les valos, sur la baisse, ça va aussi peut-être ramener à plus de raisons parce que là, on voit des inflations. Hein, je veux dire, dans certains postes et dans certains jobs. J'imagine que même avec les levées de fonds qu'elles ont fait, certaines startups ne peuvent plus embaucher certains profils tellement c'est devenu fou. Est-ce que vous pensez que ça va être rapidement aussi peut-être un peu calmé ou pas forcément parce qu'il y a d'autres sujets structurels, post-Covid et autres, sur cette tension sur le recrutement dans nos métiers? Vous voulez que je démarre? Ah oui, ouais, je redémarre. Ok. Allez, redémarre. Non, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il y a un déficit de savoir-faire. Et donc, en fait, quand il y a déficit de savoir-faire, c'est la galère. Donc, tu vois, même si ça se calme un peu, même s'il y a un peu moins d'argent, le monde
qui est devant nous ne pourra pas être moins tech, c'est pas possible. Donc, Et on n'en forme pas assez encore. et on en forme, mais pas assez, mais loin de là, loin de ce qu'il faut en termes de dev, loin de ce qu'il faut en termes de product manager, de product owner. Mais même de CMO, commerciaux, enfin, J'en discutais avec l'équipe l'autre jour, tu vois, même un bon chief revenue officer. oui, Donc, voilà. revenu qui est bien sales and marketing. Mais ça se compte sur le doigt d'une main en Europe. Enfin, tu vois, c'est difficile de trouver parce que c'est un vrai savoir-faire, c'est complexe, il faut avoir une vision un peu multifacette du développement d'une boîte. Donc, comme c'est compliqué, et ça coûte cher. Et comme ça coûte cher, il n'y en a pas. Et donc, c'est... Mais donc, pardon, mais donc si je read my lips, donc si je lis bien ce que tu dis, beaucoup de business plans de start-up, et je m'intéresse ici aux fintech qui ont levé, ne peuvent pas tenir parce qu'il n'y a pas les ressources pour les déployer. Il va y avoir un problème d'exécution là. Et là, je te fais une transition toute trouvée. Vas-y. D'où la notion d'impact. Parce qu'en fait, là, on parle monnaie uniquement, mais tu as de plus en plus de gens qui rejoignent des projets parce qu'ils sont drivés par le projet. Tu vois, donc si tu arrives à construire une story où en fait t'embarques des gens... Je peux plus te payer, mais il me faut un marketing impact fort, quoi. Mais exactement, mais c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe de plus en plus. Tu vois, les gens, ils fait se l'amour disent, hein, quand même. moi je prends peut-être un peu moins d'argent, mais je crois en un sujet, et donc je vais rejoindre un sujet. Je crois en la manière dont tu traites ton staff, la manière dont l'équipe est organisée, la manière dont l'horizontalité est partagée dans la team. Enfin, tous ces concepts américains qui arrivent en vague. Hein. Enfin, tu vois, il n'y a pas longtemps, l'Angleterre parlait de la semaine à 4 jours. Donc oui, c'est qu'est-ce que je fais pour garder des talents en leur donnant ce qu'ils veulent vraiment. Et moi, je le vois avec mes équipes et les équipes de nos startups. La plus jeune génération, c'est pas que l'argent. L'argent, c'est un des critères, mais c'est pas le seul critère. Oui, c'est vrai. Tu voulais Pas le seul... réagir. Oui, c'est pas le seul critère. Après, moi, j'y crois encore moyen à ces trucs d'impact. Parce qu'aujourd'hui, tu sais très bien que dans les startups, l'impact, c'est genre qui est à la parité homme-femme, genre au niveau des C-level. Enfin, je veux dire, des fois, ça s'arrête là. Moi, j'attends Chief voir. Impact Officer. Il y en a quelques-uns qui arrivent. Ils sont 2, je crois, ou 3. Ouais, ça doit être ils vont peut-être monter un club, d'ailleurs. C'est prévu. Mais non, moi, je suis pas... Non, je pense que là, et on va le voir, il va encore y avoir d'autres annonces là, de Blablacar prochainement, où ils essayent d'innover, effectivement, mais plus à coup de... Moi, je crois plus à des outils de type de BSPCE, où tu as eu Alan récemment. C'est de l'argent, ça. Hein. On revient oui, sur bah de oui, l'argent. moi, on revient à l'argent. Enfin, je suis encore... je suis moins... tu vois, En fait, je suis plus jeune que ce que je dans les... Je suis content. Où elle est plus vieille que je vais venir plus souvent dans ton émission. Et toi, t'es aussi payé. Enfin, l'argent, l'impact, qu'est-ce que tu penses de ce qui peut nous aider un peu sur ce sujet recrutement dans la tech? J'imagine tes clients ont les mêmes problèmes. Bien sûr. Parce que... Plus près du micro, mon ami. Oui, mais alors, là où je rejoins complètement, c'est qu'il y a un déficit de connaissances, de compétences. Et dans tous les métiers, c'est-à-dire qu'on parle de dev, mais en fait, il n'y a pas que des devs. C'est vrai pour le marketing, c'est vrai pour la finance, c'est vrai pour les juristes. Moi, je demande à mes avocats d'avoir des compétences un peu techniques. C'est-à-dire qu'ils doivent être capables, peut-être pas de coder, mais j'aimerais bien, mais pas loin. Donc il y a un déficit. Donc, il dit déficit, il dit que quand on en a quelques-uns, on les paye bien. À côté de ça, il y a quand même une raréfication du crédit et une augmentation de l'inflation qui devrait quand même avoir un impact, mais j'allais dire, non pas sur... C'est comme l'immobilier, c'est-à-dire que l'immobilier haut de gamme reste immobilier haut de gamme. Les personnes clés haut de gamme resteront toujours très bien payées et difficiles à trouver. Plutôt le mass market dans lequel on devrait avoir... plus de raisons sur les niveaux de rémunération, parce que justement, ça va avoir un impact sur le déploiement des business plans, parce que l'argent sera plus difficile, parce que les taux d'intérêt vont monter, etc. Donc voilà, le prix de la rareté, quel que soit le moment, ça coûte toujours cher. Mais quand l'argent devient lui-même cher, eh ben, les rémunérations baissent. Après, il y avait un article intéressant dans Le Monde, je crois, ce week-end, que je vous invite à lire. Je ne sais pas si je devrais faire la pub pour un journal. Mais on peut parler de tout. Généralement, on dit un journal du soir. Oui, journal. Ah oui, pardon, c'est vrai. Qui parlait justement un peu de la... et quand je parle d'impact, je ne parle pas de CSR. Hein, je fais bien la distinction entre les deux. La révolution impact au niveau des jeunes diplômés. Il y avait une tribune sur ces 8 étudiants d'Agrotech. Et donc, je pense qu'il ne faut pas négliger ça, en fait. Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes diplômés talentueux qui vont se détourner de certains projets parce qu'ils ne se retrouveront pas dans les valeurs qu'incarne ou le sujet qui est en train de tacler telle ou telle boîte. Tu vois, revenir au Bitcoin, mais les cryptos avec leur impact sur la nature et tout ça, bon, est-ce que tout le monde ira? Peut-être pas. Donc, ça donne aussi, je trouve, un peu de lueur dans le monde de la tech en se disant qu'a priori, il y a des sujets à sens qui devraient pouvoir trouver des talents. D'ailleurs, des collègues à toi ou concurrents, je ne sais pas, qui se positionnent sur ça, sur les investissements à impact à 50 ans, etc. Enfin, d'accord. Donc, on voit que c'est pas si facile que ça comme ni le recrutement ni les valos. Donc, un chemin étroit là
chemin étroit pour tes investissements et tous les autres. Non, mais c'est dur. Moi, je reste faire le balai ce soir et tout. C'est terrible. C'est horrible. Attends, je vais te réinviter, toi. On va faire le suivi du portefeuille, on va rigoler. Allez. Alors après, j'avais plein de questions, mais qui vont dans tous les sens, donc c'est pas grave, on va encore en poser qu'une ou deux. J'en avais une que j'aurais dû poser tout à l'heure sur le Web3, là on est sorti du sujet. Mais par contre, sur la régulation, quand même, il y en a une qui me fait penser. J'ai lu pas mal d'articles, y compris chez toi. Les fintechs qui commencent à se faire, en France comme ailleurs, rattrapés par les patrouilles de régulation sur l'AML, N26 qui a des gens pas contents parce qu'ils ferment des comptes, enfin juste parce qu'ils font le boulot demandé par le régulateur, hein, quelque part. Oui. Tout comme Revolut l'année d'avant. Est-ce que finalement, c'est juste pas normal life, ça y est, crise de croissance, les enfants, c'est fini le bac à sable, hein, maintenant vous avez grandi. Et dans la normal life, c'est pas toujours funny la finance en fait. Est-ce qu'on redécouvre que la finance c'est un peu austère? Bah ouais, en fait, qu'ils sont soumis, ils ont voulu tous avoir des licences, être régulés comme leur père. Bah effectivement, tu assumes les conséquences. Alors effectivement, ça peut paraître un peu violent quand on est là d'extérieur. Alors moi, ce qui me fascine par contre, c'est que tu vois quelqu'un N26 qui effectivement pouvait plus pendant un moment accepter de clients en Italie. Alors je sais pas s'ils peuvent de nouveau le faire, etc. Tout est restreint partout, mais d'un côté, je veux dire, les investisseurs continuent à mettre de l'argent chez eux. Continuer, on ne sait pas encore ce que ça va quand ils avaient ces problèmes, ils ont réussi à faire une levée de fonds de 900 millions quand même. C'est vrai. Donc moi, en fait, c'est ça qui m'interroge. Je me dis, en quoi tu te dis, tu commences à être bridé, ta croissance, ça va être très compliqué. N26, ça fait 2 ans qu'ils doivent sortir de la crypto, du trading. Il n'y a rien. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas si... Ah ouais, je suis complètement en phase et je voudrais rajouter un point de complexité, si je puis dire, complémentaire. C'est un avocat. Ah oui, il faut bien que, sinon on va dire il connaît rien le gars. Donc, et sans fiche, hein, je suis témoin, il n'y a pas de fiche. Tout ça, c'est... on a un plan large pour montrer qu'il y a 0 fiche sur la table. Voilà. J'ai mes lunettes, mais j'ai rien à lire. Et donc, ce qu'on commence à voir, depuis déjà un certain temps, mais de plus en plus, c'est que certains régulateurs n'ont pas eu confiance dans d'autres régulateurs. Au sein de l'Europe. Donc on a un grand principe, justement, c'est pour ça que ça m'a fait penser. On a quand même un grand principe dans l'Union européenne, c'est que chaque régulateur fait confiance à un autre. Et en fait, les grands et vieux régulateurs, on peut les nommer, hein, donc la BaFin, l'AMF et la CPR, la DNB aux Pays-Bas, les Belges et autres, etc. Ils n'ont pas confiance dans ce qui se passe dans le Nord-Est et dans les îles du Sud. Mais alors, vraiment pas. Et donc, c'est intéressant parce que on a vu un mouvement, quand t'as un passeport de là-bas, c'est pas bon. Voilà. On a vu des gens qui partaient de Grande-Bretagne, qui, à cause de Brexit, allaient se faire réguler quelque part dans le nord de l'Europe. Ils pensaient avoir bien fait. En fait, ils n'ont pas compris qu'à chaque fois qu'ils arrivaient dans un pays, ils ont beau avoir le passeport, c'est le régulateur local qui les emmerde en clair, parce qu'ils n'ont pas confiance. Ouais, tout le monde est égaux, mais il y en a des plus égaux que d'autres. Voilà. Et donc, et ça, c'est une question pour l'investisseur. Moi, je le vois, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est que pendant longtemps, les investisseurs, ils s'en fichaient de grosso modo, et puis il fait une case, c'était coché, un régulateur, c'était bien, même si c'était un régulateur qui était quelque part dans le nord-est ou dans les suds. Est-ce que maintenant, moi je le sens comme ça, mais est-ce que tu ressens qu'il y a une qualité de la régulation qui compte plus que d'autres? C'est-à-dire que quand tu investis dans une boîte, pour faire court, hein, et qui est régulée à Chypre, hein, est-ce que tu accordes le même importance avec la même boîte qui fait la même chose, mais qui est régulée en Allemagne ou en France? C'est une très bonne question et j'essaie de faire double coup. Mais je vais pas répondre. Non, si, je vais répondre et je vais faire double coup. Alors je commence par l'introduction qui est que moi je suis investisseur early stage et c'est très important dans le mindset en fait. Ils n'ont pas de régule encore. Voilà. Ouais. Et deuxièmement, je rappelle que chez Brega on est tous entrepreneurs. Donc c'est aussi une différence de mindset. Une fois que j'ai mis ça sur la table, je réponds. Je pense qu'au début c'est presque même ça, c'est une démonstration d'agilité en fait. Donc moi, d'aller se dire, je vais prendre la régulation qui me permet d'exister et de démarrer mon produit. Donc ça, moi, j'y suis plutôt assez ouvert. Pour autant que, et là ça rejoint la question de Charlie, c'est qu'il y a un plan derrière en fonction de la croissance qui soit de remettre un peu des ducks in a row, comme on dit en anglais, c'est de remettre un peu de l'ordre. C'est-à-dire, ok, je peux démarrer avec quelque chose de light, mais je sais que je touche à un business qui est régulé, donc à un moment, je vais me faire rattraper par la patrouille. Ça, c'est évident. C'est sûr que démarrer tout de suite avec la BaFin ou avec l'AMF, c'est lourd.
Non, mais, c'est compliqué. non, mais ça n'a pas de sens, même disons. Voilà. Ça n'a pas de sens. Donc, je pense que En pour moi, early c'est stage, une ça n'a question. pas de sens. C'est une question, encore une fois, toujours de parcimonie. C'est comme tout dans la vie. C'est pas je mange que du bœuf ou zéro bœuf. Là, c'est le même sujet, en fait. Je suis pas complètement régulé ou zéro régulé. Je fais en fonction de mon stade de développement. Démarrer au tout début avec quelque chose qui est une régulation un peu plus souple. Et tu as parlé de sandbox. Aujourd'hui, la France n'en a pas. Donc, Ouais, mais de fait, elle arrive à en avoir une sans le dire. aller chercher ça au démarrage, en tout cas, moi, ça me choque pas. En revanche, il faut un plan. Si on a le degré d'ambition qu'ont ces boîtes-là pour faire ces tours-là, oui, effectivement, il faut avoir un plan qui est de dire comment je rentre dans la régulation. Alors, j'ai posé la question différemment. Du coup, c'est moi qui pose des questions maintenant. T'as vu, tu peux répondre à ma place si tu veux, mais Non, vas-y. Il me demandait s'il était bien dans la réponse. Je lui dis qu'il est pas mal. On se complimente, on se dit c'est qui, bien, tu vois, ouais. voilà. Dans le plan de plan de développement des boîtes, donc elles sont early stage, machin, etc. Elles font leur V, parfait, tout va bien. Et puis on vient de le dire que le poids de la réglementation, ça coûte cher. Il faut recruter les équipes. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous voyez que les postes des fonctions, qui sont toujours les trucs emmerdants, c'est toujours on gomme le plus possible, où on est conscient qu'il faut, à partir d'un certain moment, et c'est comme le fût du canon, on ne sait pas combien de temps, mais à partir d'un certain moment, payer le prix. Tu as raison. Et donc, ça en revient sur la maturité et l'expertise des investisseurs. C'est des investisseurs qui font des investissements ultra late stage de plusieurs centaines de millions d'euros dans des startups qui sont du monde de la finance et de l'assurance. S'ils n'ont pas un minimum de sophistication pour se dire ta ligne là, de regulatory et de risque, elle est trop basse, ça prend des bouillons. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est de la sophistication dans un marché qui est en construction. Et donc, oui, en Europe, peut-être qu'on en manque un peu parfois. Et où que des fois, on ferme un peu les yeux parce que c'est le tout croissance. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les fintechs, dans les très grosses fintechs, le poste qui est le mieux rémunéré maintenant, c'est le directeur conformité. Moi, j'avais fait, en tout cas en France, moi j'avais fait une petite étude là-dessus et c'était intéressant. Et d'ailleurs, c'était beaucoup de femmes. Voilà. Donc, je voulais le dire. Je vais faire changer de job. J'ai eu peur. On a pensé à la même chose avec Laurent. Bon. Et écoutez, sur ces bons mots, il va falloir aller boire un coup. Et donc, c'est bientôt l'apéro. Et puis surtout, on est très en retard. Je vois qu'on est déjà 5 minutes et demie dans le rouge. Donc, merci. Je demanderai à tous nos auditeurs qui a gagné le droit de revenir le 22 septembre. Et puis, il faudra encore que ça vous ait plu aussi comme exercice, sachant qu'on n'a pas posé la moitié des questions que je vous avais dit par WhatsApp. Tu en parleras peut-être de ça. T'as pas fait du bouton. Non, parce que je me suis dit que finalement, regardez, c'est pas drôle. Je le fais là. J'applaudis. Mais vous l'entendez pas. C'est moins drôle. Alors vous entendez que je les applaudis, ils sont formidables. On voit la lumière. Voilà, oui. La prochaine fois, on réglera un peu mieux le truc pour qu'on puisse applaudir. Et même d'ailleurs, je l'annonce, pour la prochaine fois, on se rajoutera un petit degré de complexité. Parce qu'on peut même se faire appeler. Ah, je crois qu'on allait le faire en allemand. Non. Ah non. Alors, en allemand, on pourrait, mais alors ça serait très très drôle. Avec moi, surtout, qui connaît 2 mots, que je ne citerai pas. Et par contre, on pourrait nous appeler pendant l'émission, ça pourrait être très drôle. Voilà, on pourra essayer. Donc, la prochaine, c'est le 22 septembre. En attendant, ce soir, c'est PFC l'apéro. J'espère que vous pouvez venir. On a prévu large, donc n'hésitez pas. Donc, c'est dans le quartier de la Bourse. Et pour avoir l'adresse, il faut être inscrit. C'est facile. Vous écrivez sur le site. Si vous êtes membre, on vous autorise. Alors, attention, je le rappelle. L'Axel, c'est 140 sociétés qui représentent plus d'1,5 million de personnes. Ne venez pas tous. Effectivement, quand on est membre de l'Axel, théoriquement, on peut venir. Voilà. On peut. C'est pour ça qu'on demande de se préinscrire, parce que sinon, on est en kikiné. Bon, heureusement, ils ne sont pas du tout 1,5 million inscrits pour ce soir. Ça va être sympa, ça va bien se passer. Un grand merci. Un grand merci, Ben. Merci à toi. Un grand merci, Charlie. Un grand merci, Hubert. Et à très vite pour plein d'actu sur ce sujet. À très bientôt. 3, 2, 1.